Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous joindre à ce webinaire. Nous allons attendre quelques minutes le temps que l'ensemble des participants puissent se joindre. Et voilà, on démarre vers 11h02, 11h03. Voilà, bonjour à toutes et à tous à nouveau pour ceux qui viennent de se connecter. On démarre dans 1 ou 2 minutes. Le temps que l'ensemble des participants puissent rejoindre ce webinaire. Je vois que vous faites tous bonne utilisation déjà du chat. Voilà, réservé effectivement à différents échanges. On vous indiquera après qu'il y a effectivement un chat qui sera réservé aux questions-réponses. Parfait. Merci beaucoup à nouveau de tous et toutes vous joindre à ce webinaire qui est dédié donc à la qualité et à la gestion des risques. Il nous paraissait important de vous faire, voilà, en tant qu'organisme évaluateur, un petit retour d'expérience sur cette thématique qui nous semble vraiment importante. On va démarrer avec quelques règles relativement simples. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a un onglet là sur lequel vous êtes en train d'échanger, qui est un onglet, donc un chat classique pour voilà, échanger, vous dire bonjour. Et ensuite, vous avez un autre onglet, un autre chat qui s'appelle questions. Donc, n'hésitez pas à privilégier et à surtout utiliser ce chat-là pour poser vos questions. L'idée, c'est qu'en fait, vous pouvez également mettre des petits likes sur les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Et automatiquement, nous, ça nous permettra d'avoir les questions qui se classent en fonction voilà, de la pertinence ou de l'intérêt, je dirais, de chacune des questions. Donc voilà, n'hésitez pas à publier d'ores et déjà vos questions pour qu'on puisse les traiter au fur et à mesure de ce webinaire. Si vous avez un problème technique, n'hésitez pas en fait à actualiser votre page ou à vous connecter sur un autre navigateur. Il peut y avoir des petits soucis techniques et c'est la meilleure façon de le régler. Je suppose que tout le monde nous entend et nous voit correctement puisque je n'ai pas encore eu de retour à ce sujet. Donc voilà, donc d'un point de vue technique, ça devrait être bien. Je passe la main maintenant aux différents intervenants et en commençant par Julie pour que tout le monde puisse se présenter. Bonjour à tous, je suis Julie Méry, je suis responsable d'activité au sein du cabinet Catras. J'ai également une casquette de référente SMS et référente technique et je réalise par ailleurs des évaluations pour le cabinet. Auparavant et pendant une dizaine d'années, j'ai occupé la fonction de directrice d'établissements et de services médico-sociaux, notamment auprès de publics, personnes âgées et enfants en situation de handicap. Bonjour, je suis Karine Amara, je suis chef de projet et évaluatrice également chez Catras. J'accompagne principalement les associations qui interviennent dans le champ de la protection de l'enfance et du social, puisque mon parcours a commencé par éducatrice spécialisée dans ce domaine, puis responsable de services et d'établissements dans le social, mais également dans le médico-social, principalement
dans le handicap. Bonjour tout le monde, Benoît Dos Santos. Donc, je suis évaluateur, chef de projet, référent SMS et coordonnateur d'équipe au sein du cabinet 4S. Auparavant, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le médico-social, principalement en tant que directeur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et également dans les SAD, services d'aide à domicile, également pour des personnes âgées. Et donc, Charles-Antoine de Fontenay, je suis le dirigeant du cabinet 4AS. Voilà, on va vous présenter donc rapidement le déroulé du webinaire, donc une première partie qui sera très succincte sur la présentation de l'équipe et du cabinet. Une deuxième partie qui est donc concentrée sur l'objectif 3.10, donc l'amélioration continue et la gestion des risques dans les ESSMS. Et puis, en fait, une troisième partie qui concerne un focus sur les critères impératifs 3.13.1 à 3.13.3. Et la raison, effectivement, pour laquelle on a privilégier, on va dire, le traitement des événements indésirables, c'est parce que ces critères impératifs sont souvent pas forcément validés. En tout cas, c'est quand on regarde et qu'on relit les bilans annuels HAS, notamment celui de 2024, on voit que sur le 3.13.2 et le 3.13.3, il y a à peu près 60%, 60 à 65% des ESSMS évalués qui ont satisfait le critère. Donc voilà, ça fait quand même 40% des ESSMS qui ne l'ont pas satisfait. Et donc l'idée, c'est de vous faire un petit retour terrain sur ces critères impératifs. Voilà, un petit rappel donc, sur le cabinet 4AS. Donc nous, on est un acteur en fait, historique sur les évaluations de la qualité, puisque ça fait à peu près maintenant 15 années qu'on fait des évaluations de la qualité. On avait été parmi les premières structures à être habilitées par l'ANOSM à l'époque. J'imagine que certains s'en rappellent. Donc c'était l'ancien régime des évaluations externes. Et puis, on a été parmi les premières structures à obtenir, et ce que vous voyez au milieu de l'écran, l'accréditation COFRAC définitive, donc en janvier 2024. Je fais un petit aparté là-dessus. On est bien avancé dans le cycle de l'évaluation, puisqu'on a déjà eu 2 visites de suivi, l'une en novembre 2024 et la dernière en octobre 2025, dernière qui s'est soldée en fait sans aucun écart critique. Donc ça, je pense que c'est un point aussi très important qui démontre voilà, la robustesse de notre système de management de la qualité et le fait qu'on ait investi voilà, à la fois beaucoup de temps et de ressources pour s'assurer d'avoir un système de management de la qualité qui soit efficace et donc évidemment qui vous permet d'être souvent serein face à un non-risque entre guillemets de suspension d'accréditation. On a une vingtaine de salariés, on va revenir sur ce point-là, mais on a parmi ces vingtaines de salariés, une dizaine de salariés qui sont des chefs de projet évaluateurs, qui est une de nos spécificités et que je déverrai tout à l'heure. On fait à peu près 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a fait 2600 évaluations externes, donc 700 sur la base de l'ancien référentiel, donc les évaluations externes, et puis 1900 sur la base du nouveau référentiel. Et on a 115 partenaires qui sont répartis sur l'intégralité du territoire, qui évidemment nous apporte à la fois un ancrage local et évidemment une spécificité, une expertise particulière, soit sur certaines typologies de public, soit sur certaines typologies évidemment de SSMS, puisqu'on ne prétend pas, avec 10 chefs de projet évaluateurs, représenter l'intégralité des structures sociales et médico-sociales en France. Voilà, vous voyez sur votre droite aussi l'ensemble des certifications et labels que l'on détient à date. Donc, on a fait évaluer nos pratiques en matière de RSE par EcoVadis. On est également organisme de formation, donc certifié Kellopi pour les actions de formation et certifié ISO 9001 depuis la création d'entreprise, donc depuis 2008, sur l'ensemble de nos activités. On vous a mis aussi un petit panorama, on va dire, des clients avec lesquels on travaille. Alors, les logos, on a pris le parti d'avoir, entre guillemets, des logos qui soient un petit peu connus, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on travaille que avec des associations, des fondations ou des groupes privés connus. On travaille beaucoup avec des structures autonomes et indépendantes. Donc voilà, on est très éclectique dans la façon dont on échange et dont on évalue les différents clients avec lesquels on travaille. Et puis, vous voyez, c'est également vrai sur la typologie de personnes, donc soit personnes âgées, soit personnes en situation de handicap, enfants, adultes ou le champ social globalement. On n'a pas voilà, de spécificité on va dire, particulière sur chacune de ce public. Et donc, on a fait à peu près 750 évaluations dans le champ de la personne âgée, à peu près un peu plus de 650 évaluations sur le champ handicap, et puis le reste dans le champ social. Et donc, je pense qu'on a dû faire une très, très grande majorité, on va dire, aujourd'hui, de typologie, d'évaluation dans les typologies de SMS qui existent en France. Donc, voilà pour vous faire un rapide portrait, on va dire, des évaluations qu'on a pu réaliser à date, donc 1900 évaluations sur la base du nouveau référentiel. Voilà, je passe la main à Karine pour notre premier sondage.
Alors, Karine, on te laisse allumer ton micro. Merci Charles-Antoine. Donc, je disais, le webinaire sera ponctué de différents sondages, différentes questions. Donc, la première, avez-vous déjà réalisé ou préparé une évaluation de qualité HAS depuis 2023? Donc, vous avez deux possibilités, oui ou non. Voilà, n'hésitez pas à répondre directement. Donc, on peut constater qu'en effet, vous êtes environ 80% à avoir pu déjà bénéficier d'une évaluation depuis le nouveau référentiel de 2023. Voilà, donc on a affaire à un public de connaisseurs, donc c'est très bien. Petite slide très rapide avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet sur notre rôle de chef de projet évaluateur. Je pense que c'est vraiment une de nos particularités. Donc l'idée, voilà, c'est différent d'un référent SMS, c'est différent, je dirais, d'un évaluateur un peu classique. L'idée, c'est qu'on a une personne salariée chez nous, donc voilà, qui est vraiment employée, qui est un ancien directeur ou directrice de SMS et qui a entre 10 et 20 années d'expérience dans le champ social et ou médico-social, et souvent qui a connu, on va dire, dans son expérience plusieurs typologies de publics et de SMS. Et l'idée, c'est qu'en fait, ce chef de projet se répartit à peu près à 80% de son temps sur de la coordination des évaluations que vous voulez bien nous confier. Et effectivement, ensuite, sur une évaluation à peu près par mois pour effectivement garder un pied sur le terrain et puis parfois, effectivement, gérer des imprévus, des évaluateurs qui ne sont plus disponibles. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, on a nos chefs de projet évaluateurs qui sont disponibles pour effectivement remplacer certains évaluateurs. Leur rôle, il est simple, c'est de coordonner les évaluations et d'être votre interlocuteur unique pour l'ensemble des évaluations que vous pourriez nous confier. Et donc, on fait des réunions de cadrage à deux niveaux, à la fois au niveau de l'organisme gestionnaire et ensuite au niveau de chaque structure, c'est-à-dire que c'est la même personne qui va réaliser les préparations de chacune des évaluations et donc définir ensemble le planning d'évaluation, échanger sur les accompagnés traceurs, comprendre un petit peu les spécificités organisationnelles. Donc voilà, vous avez une homogénéité en fait quelque part dans la préparation de chacune des évaluations qui sont réalisées. Et le chef de projet ne s'arrête pas là, il vous suit jusqu'à la finalisation du rapport final. Et donc, voilà, vraiment sur toute la ligne de l'évaluation. Et donc, sa deuxième casquette, c'est d'assurer aussi la qualité des prestations par une relecture des pré-rapports qui est systématique. On relit chaque pré-rapport qui sort de chez nous. Et l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'assurer autant que faire se peut l'objectivité et l'impartialité, puisque le chef de projet évaluateur, pour le coup, ne participe pas la plupart du temps aux évaluations. Et donc, on a vraiment une tierce partie un peu indépendante qui va s'assurer de cette objectivité. Et enfin, la dernière casquette, vous le voyez, petit logo casquette, pour rappeler que nos évaluateurs sont multicasquettes, enfin nos chefs de projet évaluateurs sont multicasquettes, c'est d'assurer le respect des échéances et du cycle de l'évaluation, et donc s'assurer que vous recevez le pré-rapport en temps et en heure, que vous nous transmettiez vos commentaires en temps et en heure, et qu'ensuite on puisse respecter la date butoir pour les autorités de tarification et de contrôle. Voilà, je passe maintenant la main à Karine pour le deuxième sondage. Tout à fait. Donc, deuxième question. Avez-vous pris connaissance de l'évolution du calcul de l'échelle Caliscope publiée en 2025? Donc, pareil, vous avez deux réponses possibles, oui ou non. Donc, on peut constater que vous êtes environ 3/4 à avoir pu bénéficier, 2/3, pardon, avoir pu bénéficier, en tout cas avoir pu prendre connaissance de cette évolution. C'est le sujet qui suit et qui va vous être présenté par Julie. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Nous allons voir comment la publication des résultats d'évaluation est devenue un levier de transparence avec un focus sur la surpondération de l'objectif 3.10 et le traitement, bien sûr, des critères impératifs 3.12 et 3.13.
Il ne s'agit pas uniquement pour les ESSMS d'une obligation, mais bien d'une opportunité de valoriser l'organisation et la gestion de la démarche qualité et risque. Pour mémoire, la méthode de l'audit système, communément appelée chapitre 3, requiert par ordre de séquence, premièrement, une consultation documentaire par l'évaluateur, un entretien avec la gouvernance de l'ESSMS et un entretien avec les professionnels. Les éléments que nous allons aborder dans le cadre de ce webinaire sont issus exclusivement de retours d'expérience, des visites, des relectures réalisées par notre organisme et par nos équipes. Il ne s'agit aucunement de préconisations ou de conseils. Pour chaque exposé de critères qui va suivre, vous retrouverez à chaque fois sur le bandeau de droite une liste non exhaustive de ressources documentaires présentées à la fois dans le manuel et dans son index paru en juillet 2025. Donc, je vais commencer par vous présenter justement l'objectif 3.10 qui porte principalement sur la définition et le déploiement de la démarche d'amélioration continue de la qualité et de la gestion des risques. Donc, il y a deux critères, le 3.10.1 et le 3.10.2. Concernant le 3.10.1, les éléments d'évaluation portent autour de la définition de la politique d'amélioration continue de la qualité et la gestion des risques. Le deuxième élément d'évaluation permet d'évaluer l'inscription dans des partenariats qui apportent une expertise à l'ESSMS dans cette démarche. Le troisième élément d'évaluation, lui, concerne la communication régulière auprès des parties prenantes. Si le SSMS est pourvu d'un CVS, il y aura également un entretien avec ses représentants durant lequel va être balayé le partage de cette démarche avec les représentants, mais également de savoir si des propositions d'action peuvent être proposées. Ce critère repose sur un ensemble de documents qui seront consultés lors de l'évaluation, comme le projet d'établissement, mais également le rapport d'activité, les comptes rendus de CVS, la liste des partenariats, en tout cas, tout document qui vont décrire la stratégie de l'ESSMS en matière de qualité et gestion des risques. Durant toute l'expérience de CATRAS autour des évaluations qu'il a pu mener, on a pu faire un constat concernant les axes forts durant ce critère qui tourne autour principalement bien d'une définition de politique et de la formalisation des partenaires. Pour autant, à côté, des écarts ont pu être observés durant ces 3 ans d'évaluation, notamment concernant la révision des documents tels que le projet d'établissement, de la démarche d'amélioration de la qualité, mais également la question du recueil de la satisfaction des personnes accompagnées et la connaissance de la démarche par les représentants du CVS. Concernant le deuxième critère, le 3.10.2, de la même façon, l'entretien se fait autour de 3 éléments d'évaluation. Le premier concerne la mise en place de l'organisation de cette démarche. Sur le deuxième élément d'évaluation concerne l'évaluation régulière de cette démarche. Et le troisième élément d'évaluation, lui, repose sur la révision de cette démarche autant que nécessaire. De la même façon, si le SSMS est pourvu d'un CVS, alors différentes questions vont être abordées, notamment est-ce qu'un point régulier est fait avec les représentants de cette démarche? Est-ce qu'il y a un échange autour de l'analyse de la satisfaction des personnes accompagnées? Et enfin, est-ce que des propositions d'axes d'amélioration sont possibles par ces représentants? Cet entretien repose également sur la consultation documentaire autour évidemment de la politique qualité et de ses fiches d'action, du rapport d'activité, du compte-rendu de CVS, des enquêtes de satisfaction, des outils de pilotage, etc. CATRAS également a pu faire le constat que les axes forts observés durant l'ensemble des évaluations reposaient principalement sur l'existence d'instances de pilotage de la démarche. Et en parallèle, des écarts sont observés sur l'absence d'insatisfaction enregistrée et également sur le côté uniquement opérationnel de la démarche qualité. Je laisse la suite à Julie. Pour rappel, l'objectif 3.10 est constitué de 2 critères qui sont dits standards et donc non impératifs, avec un impact uniquement sur la moyenne des cotations de tous les objectifs.
Pourquoi l'objectif 3-10 est-il surpondéré? Parce qu'il est considéré comme structurant pour la qualité globale. En effet, il conditionne la capacité de l'ESSMS à améliorer ses pratiques et à prévenir les risques. La surpondération se traduit par une valorisation à hauteur de 10% de cet objectif dans le cadre de la note globale, et ce, quel que soit le type de SSMS. La surpondération va donc venir refléter l'impact majeur sur la sécurité et la qualité de l'accompagnement des critères de l'objectif 3.10. Conséquence pour les ESSMS, une bonne maîtrise de l'objectif 3.10 dans le cadre de l'évaluation qualité va venir améliorer la cotation globale et par conséquent l'échelle qualité. À l'inverse, un manque de démarche qualité et gestion des risques entraîne une baisse notable du score, en sachant que les critères impératifs liés aux événements indésirables, 3.13.1, 3.13.2 et 3.13.3, sont directement liés à cette logique. La surpondération renforce donc la valeur de l'objectif dans les résultats de l'évaluation et souligne que la qualité de l'accompagnement est directement mise en œuvre dans le cadre de la démarche qualité-gestion des risques de l'ESSMS. Le décret du 4 décembre 2024 est venu préciser les modalités de publication des résultats auprès du grand public. L'échelle qualité est aujourd'hui un indicateur synthétique du niveau de qualité atteint par la structure lors de son évaluation. On retrouve 4 scores distinctifs. Score A, lorsque la démarche qualité est qualifiée comme avancée, le SSMS s'engage de manière volontaire, en collaboration continue avec les professionnels et les personnes accompagnées, dans l'élaboration des modalités d'accompagnement qui sont qualifiées comme adaptées et personnalisées selon les besoins évolutifs des personnes. Le score B définit une démarche qualité dite structurée lorsque le SSMS élabore, en lien avec les professionnels et les personnes accompagnées, ces modalités d'accompagnement, qu'elles sont qualifiées comme structurées, globalement adaptées, mais qu'elles ne sont pas systématiquement réajustées à l'évolution des besoins. La cotation C définit une démarche qualité dite partielle lorsque l'ESSMS a amorcé une réflexion sur l'organisation de l'accompagnement avec des modalités qui sont qualifiées de partiellement structurées et un impact inégal sur la qualité de l'accompagnement des personnes. Enfin, la cotation D définit une démarche qualité dite insuffisante lorsque l'ESSMS n'a pas encore clairement défini les modalités d'accompagnement et qu'elles sont donc de fait peu ou pas suivies par les professionnels avec un impact faible sur la qualité de l'accompagnement des personnes. On a donc 2 principaux indicateurs de calcul, à la fois la moyenne des cotations des objectifs en accordant le même poids à chaque critère hors 3.10 que nous venons de discuter ensemble, qui est surpondéré à hauteur de 10%, et le pourcentage de critères impératifs dont la cotation est supérieure ou égale à 3,5. Des groupes de travail et un comité de concertation ont été mis en œuvre par la Haute Autorité de Santé et ont validé une actualisation de la note méthodologique en novembre 2025, à compter du 28 novembre, pour restaurer la cohérence entre les données affichées, les résultats des rapports, mais aussi renforcer l'équité entre toutes les structures. Les résultats des critères des évaluations réalisées en 2023 et 2024 seront rétablis pour la publication des résultats et donc de l'échelle Qualiscope. Seule la variable de calcul de l'échelle qualité sera désormais assise sur les critères impératifs dont la cotation n'est plus égale à 4 sur 4, mais bien à au moins 3,5 sur 4. Rappelez-vous, au lancement de l'évaluation qualité et sur la période 2023-2024, la règle de calcul arrondie à l'entier supérieur pour les critères dont les éléments d'évaluation n'étaient pas tout à fait satisfaits venait générer des résultats qui n'étaient pas fidèles à la réalité. L'évolution validée donc récemment par la HAS engage une variable de calcul réorientée pour tous les ESSMS évalués sur la période 2023 à 2027. Prenons un exemple concret pour 2 situations générant des scores différents sur l'échelle qualité. Première échelle, moyenne pondérée des objectifs. Deuxième échelle, cotation des critères impératifs. Avant la révision de la note méthodologique, seuls 16 critères impératifs étaient validés, égal à 4, impactant l'indicateur de pourcentage de critères impératifs atteints. Le score était alors à B pour un pourcentage de critères impératifs qui comprenait 16 critères impératifs cotés 4 sur 18. Après novembre 25, 18 critères sont cotés supérieurs ou égal à 3,5, soit 100% des critères impératifs, ce qui engage un score AA.
Vous voyez sur les représentations visuelles suivantes l'évolution qu'engage l'indicateur de pourcentage de critères impératifs atteints sur le bandeau supérieur. On se retrouve dans la première situation sur une cotation B parce que le pourcentage de critères impératifs atteints est défini entre 67 et 90%. On évolue à partir de novembre 25 sur une cotation qui est à hauteur de 100%, puisque vous le lisez, pourcentage de critères impératifs cette fois supérieur ou égaux à 3,5, qui engage une évolution du score sur une note A. Donc, pour faire suite à la présentation de Julie, à votre avis, l'évolution du calcul du Caliscope a-t-elle un impact sur le rapport d'évaluation? Vous avez évidemment deux réponses possibles, oui ou non. Alors, on constate qu'en effet, vos réponses sont assez réparties. Vous êtes partagés entre le oui et le non quasiment à 50%. Donc, Julie va maintenant pouvoir vous apporter la réponse plus claire sur cette évolution. Sans plus attendre, et il est bien normal que toutes les réponses ne soient pas favorables à ce stade, ce qu'il faut retenir des évolutions engagées au mois de novembre dernier, c'est que les résultats du rapport sont inchangés. Sur la note méthodologique, il est clairement indiqué que l'exigence d'obtenir 4 sur 4 pour qu'un critère impératif soit considéré comme atteint n'est pas modifiée. Les investigations complémentaires et le plan d'action restent inchangés, c'est-à-dire qu'ils doivent être mis en œuvre par les évaluateurs dans le cadre du traitement des critères impératifs qui ne seraient pas validés et donc pas cotés à 4. Seule la fiche Caliscope est impactée. Et enfin, dernière question. L'évaluation des événements indésirables, appelée EI, doit-elle être réalisée dans tous les ESSMS? Réponse oui ou réponse non. Bon, on peut dire qu'à ce stade-là, vous êtes imbattable et pour vous, en effet, l'évaluation des EI est obligatoire, quels que soient les ESMS. Et je laisse la parole du coup à Benoît. Donc, nous allons maintenant évoquer 3 critères impératifs qui portent sur la gestion des risques, à savoir les événements indésirables. Le premier critère, le critère 3.13.1, il porte à la fois sur le recueil et sur le traitement des événements indésirables par le SSMS. Pour répondre à ce critère, les évaluateurs ils vont réaliser, en plus de l'entretien avec la gouvernance, des consultations documentaires qui permettent d'attester que le recueil et le traitement des événements indésirables sont bien réalisés au sein des établissements ou services sociaux et médico-sociaux. La consultation, elle va porter sur différents documents. Sur le projet d'établissement ou le projet de service, il précise les modalités de recueil et de traitement des événements indésirables. Il va également porter sur la présence d'une procédure spécifique relative au recueil et au traitement des événements indésirables. Il va également porter sur l'existence de comptes rendus de réunion ou de transmission qui sont relatives au traitement d'événements indésirables. Et également sur la présence d'un tableau de suivi ou d'enregistrement des événements indésirables pour bénéficier de l'antériorité. Enfin, la consultation documentaire, elle peut également porter sur le suivi d'un événement indésirable, de sa déclaration jusqu'à son traitement. Des observations peuvent également porter sur la présence d'un lieu identifié pour le dépôt des événements désirables, une boîte aux lettres, une bannette. Dans le cas des évaluations réalisées par le cabinet, différents axes forts et axes d'amélioration ont pu être relevés. En axe fort, la présence d'une procédure institutionnelle portant sur le recueil et le traitement des événements indésirables, accessible et connu par les professionnels et régulièrement identifiée. Concernant les principaux écarts rencontrés, l'absence d'une procédure identifiée, un recueil non systématique des événements, une absence ou un faible volume recueilli, ou une traçabilité de recueil et de traitement non systématisée ou non exhaustive. Le deuxième critère
Concernant les événements désirables, le critère 3.13.2, il porte quant à lui sur la communication des événements indésirables aux parties prenantes, au Conseil de la vie sociale lorsque le SSMS est soumis à une obligation de mise en place et aux autorités lorsqu'il s'agit d'un événement indésirable grave. Pour répondre à ce critère, les évaluateurs vont réaliser, en plus de l'entretien avec la gouvernance et les membres du CVS, des consultations documentaires qui permettent d'attester qu'il y a bien une communication relative aux événements indésirables, à la fois aux parties prenantes et aux autorités si nécessaire. La consultation documentaire, dans ce cas-là, elle va porter sur différents supports. Sur la présence de comptes rendus de réunions, des réunions CODIR, des réunions d'équipe ou des réunions avec les représentants du personnel qui permettent d'attester que le traitement des événements indésirables est bien communiqué auprès des parties prenantes. L'existence de supports de communication à destination des parties prenantes, par exemple des courriers d'information, des procès-verbaux du conseil de la vie sociale lorsque le SSMS est soumis à l'obligation ou bien des comptes rendus de groupes d'expression ou de discussion en l'absence de CVS. Et également des mails d'échange avec les autorités lorsqu'il s'agit d'événements indésirables graves. Des observations peuvent également porter sur l'existence de supports de communication à destination des parties prenantes, des affichages en interne à destination à la fois des professionnels ou des usagers. Dans le cas des évaluations réalisées par le cabinet, des axes forts et des écarts ont pu être relevés. En axe fort, la mise en place d'affichages relatifs aux événements indésirables ou des supports de communication parties prenantes ont pu être identifiés. Concernant les principaux écarts rencontrés, une communication spécifique au déclarant de l'événement, c'est-à-dire qu'on va juste faire une communication à la personne qui a émis l'événement indésirable ou qui l'a signalé. Une communication informelle suite au traitement d'un événement indésirable, que ce soit dans le traitement, soit dans la déclaration, les choses sont faites de manière informelle. En l'absence de conseil de la vie sociale, une carence de communication ou de traçabilité de communication aux parties prenantes. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'éléments de preuve qui permettraient d'attester qu'une communication est réalisée au-delà du membre du CVS. Et enfin, une absence de communication de certains événements désirables graves ou événements indésirables graves associés aux soins pour les structures médico-sociales aux autorités. Dans cette situation-là, il peut y avoir des événements indésirables, mais parfois, voilà, on a pu constater que le SSMS omettait de signaler certains événements qui font pourtant partie des références réglementaires qui sont indiquées sur le côté. Autre écart, lorsque l'entretien des membres du CVS ne permet pas de confirmer la communication ou le traitement des événements indésirables dans le cadre de l'instance. C'est aussi un cas de figure qu'on rencontre régulièrement dans le cadre des évaluations. Les personnes accompagnées qui peuvent être interrogées ne vont pas forcément être en mesure d'identifier les événements indésirables qui ont pu avoir lieu ou s'ils ont été associés à leur traitement ou non. Le troisième critère, il porte sur la déclaration des événements indésirables par les professionnels, leur analyse en équipe et la mise en œuvre d'actions correctives. Sur le critère concerne les professionnels. Donc la question est posée aux professionnels. Pour répondre à ce critère, les évaluateurs réalisent en plus de l'entretien avec les professionnels des consultations documentaires permettant d'attester que les professionnels déclarent les événements indésirables, les analysent en équipe et mettent en place les actions correctives. Ce sont les trois éléments d'évaluation. La consultation documentaire, pour ce faire, elle va porter sur différents documents. La connaissance des professionnels dans une procédure de déclaration des événements désirables, des éventuelles connaissances de chartes d'incitation au signalement, parfois aussi indiquées dans le livret d'accueil du salarié, la présentation d'un support de déclaration pour montrer que les professionnels ont bien connaissance des éléments, des comptes rendus de réunion d'équipe pour l'analyse et la mise en place d'actions correctives, et des comptes rendus de retour d'expérience dans des situations d'événements désirables graves. Des observations peuvent également porter sur l'existence de supports de communication à destination des professionnels pour encourager le signalement, affiches, flyers et affichage de tableaux de synthèse dans les parties réservées aux professionnels. Dans le cadre des évaluations réalisées par le cabinet, des axes forts et des écarts ont pu être relevés. En axe fort, l'organisation de réunions périodiques pluridisciplinaires en intégrant la thématique est un axe fort qui a pu être observé. Concernant les principaux écarts rencontrés, l'absence de définition commune de la notion d'événement indésirable qui va nuire à l'exhaustivité du recueil. Tous les éléments ne seront pas signalés comme étant des événements indésirables. L'absence de support de déclaration ou leur méconnaissance par les professionnels. L'absence d'analyse en équipe ou analyse réalisée exclusivement par les membres de la gouvernance. Et enfin, une traçabilité incomplète lorsque les actions correctives ne sont pas systématiquement recensées pour chaque événement indésirable. Nous passons donc Voilà, aux questions-réponses. Pardon, je te laisse la main, Charles-Antoine.
Non, non, je t'en prie. Voilà, juste avant de passer aux questions-réponses, prenez bien connaissance à chaque fois quand vous recevrez la présentation, hein, une fois qu'on vous aurez pu répondre à l'enquête de satisfaction à la toute fin de ce webinaire. On vous enverra la présentation, mais voilà, prenez bien connaissance de la partie référence index, hein, sur la droite. Vous voyez qu'à chaque fois, on a essayé de souligner les documents réglementaires et autres références qui nous paraissaient les plus importants. Et prenez bien connaissance de l'index qui est passé peut-être un petit peu inaperçu, qui est vraiment une vraie bible réglementaire quelque part pour mener les évaluations de la qualité et qui est plus précise que les références qui sont indiquées uniquement dans le manuel qualité. Hein. Donc voilà, donc vraiment prenez connaissance de cet index qui est un point important. Donc, nous allons passer à vos questions, si vous en avez, concernant ces trois critères, ces 2 critères balayés. On vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet « Questions » qui est en bas à droite. Une première question, justement, de Aline Lehoux, qui demande si les documents disponibles à ce jour dans le Caliscope sont-ils d'ores et déjà rectifiés avec le nouveau calcul ? Alors, Julie, je te laisse répondre. Oui, nous n'avons pas encore eu de confirmation que les évaluations 2023-2024 aient pu bénéficier d'une révision de la fiche Caliscope. Toutefois, le système a été mis en œuvre, révisé assez récemment, hein, puisque la note date du mois de novembre. Donc, les évaluations qui sont actuellement en cours bénéficieront bien sûr de cette évolution méthodo. Autre question de Samir Boulaïs. L'utilisation d'un logiciel qualité pour tracer les actions est-il valorisé par les évaluateurs ? Benoît, tu veux prendre la réponse ? Oui, bien sûr. L'utilisation d'un outil, il permet de centraliser les informations et d'éviter à avoir plusieurs documents qui peuvent être à côté. Il permet de centraliser. Après, même si les informations, par exemple, sont enregistrées dans le logiciel qualité, on va quand même pouvoir, les évaluateurs vont quand même solliciter des éléments de preuve complémentaires. On peut écrire les informations dans le logiciel, mais les comptes rendus, les choses comme ça, généralement, ils sont issus d'autres documents ou ils sont importés dans le logiciel. C'est-à-dire que c'est un support qui permet vraiment de recenser et de lister assez facilement lors de l'évaluation. Ça va aussi être facilitant lors de l'évaluation, puisque tout va être centralisé dans un outil. Après, ça ne va pas forcément empêcher de recueillir d'autres éléments de preuve, au-delà de ce qui va être écrit stricto sensu dans l'outil que vous aurez mis en place. C'est vraiment, c'est vraiment un petit peu le bémol, c'est que voilà, ça va, si tout est écrit dans le logiciel, il va quand même y avoir une vérification hors logiciel qui peut être réalisée pour s'assurer que ce qui est noté dans le logiciel, ça se traduit bien des faits dans la réalité, dans le dossier de la personne ou dans des comptes rendus de réunion, par exemple. Troisième question de Christophe Gunther. Dans une petite structure, il est difficile d'obtenir des plaintes et réclamations de version papier, les résidents préférant venir faire part des remarques directement au personnel ou à la direction. Faut-il les obliger à rédiger une feuille? Peut-on la compléter à leur place? Je peux répondre, du coup, comme ça, on se répartit les réponses. Ce qu'on a pu constater, en effet, il y a des endroits, quel que soit le public, où il est plus difficile de demander à ce que la personne accompagnée écrive sa plainte ou sa réclamation. Ce qu'on a pu constater, c'est que beaucoup d'établissements utilisent différentes stratégies, ils font preuve de créativité. Donc, ça peut être des QR codes, ça peut être en effet de façon orale et c'est le professionnel destinataire qui renseigne la fiche. Ça peut être papier, ça peut être non papier. Voilà, l'idée c'est qu'il y ait une traçabilité et à vous de voir celle qui correspond, celle qui est la plus facile à mettre en place en fonction de votre structure. Peut-être en complément, n'oublions pas, dans le cadre de l'évaluation, la place qui est celle des éléments preuves présentés aux évaluateurs. Qui dit élément preuve dit élément formalisé et sous-entend effectivement soit un enregistrement numérique, soit un enregistrement papier. Question de Nathalie Joly. Est-ce que vous conseillez un accompagnement préparatoire en amont et si oui, sur quelle durée, s'il vous plaît?
Est-ce que Alors, quelqu'un- pour répondre de façon succincte, puisque chaque SSMS nécessite un diagnostic personnalisé, par expérience, ce qu'on peut vous communiquer aujourd'hui, c'est bien qu'une évaluation qui se déroule dans des conditions optimales est une évaluation pour laquelle les professionnels, les personnes accompagnées sont préparés, ont compris la démarche évaluative. Soit vous organisez un accompagnement interne parce que vous disposez de fonctions support, par exemple, au sein de l'organisme gestionnaire, soit vous êtes plutôt enclin à rechercher un accompagnement externe qui est mis en œuvre par un cabinet. Et après, pour répondre sur la question et la notion de temps, hein, qui était aussi une question la question posée, on est vraiment dans une dynamique d'amélioration continue, hein, qui est le thème de ce webinaire. Donc, il faut prendre le temps, hein. Donc, idéalement, plus tôt vous engagez évidemment cette démarche d'amélioration continue, mieux ce sera et mieux, je dirais, l'évolution sera préparée et mieux, je dirais, les professionnels et la gouvernance seront sensibilisés à cette notion d'évaluation, hein. Donc, ce n'est pas juste l'affaire de la gouvernance, hein, une évaluation des qualités, naturellement. Il faut que l'ensemble des personnels soient sensibilisés sur l'ensemble des critères les concernant. Autre question de Marine Sarthe, excusez-moi. Sur Qualiscope, le score de leurs critères impératifs est différent de leur rapport d'évaluation. Est-ce normal? Sinon, qui faut-il contacter? Merci. Julien, te laisse répondre. Oui, bien sûr, on l'évoquait tout à l'heure. Il faut faire le distinguo entre l'échelle qualité qui aujourd'hui, vous l'avez compris, et depuis novembre 25, prend en compte à la fois la moyenne des objectifs et à la fois le pourcentage de critères impératifs qui obtiennent une cotation supérieure ou égale à 3,5 et les résultats qui sont dans le rapport d'évaluation. Donc, on peut se retrouver effectivement avec des critères impératifs qui ne soient pas entièrement validés et les mêmes que sur la fiche qualité. Et ça va Donc pour dépendre aussi reprendre de votre... Je t'en prie, vas-y Benoît. Ça va dépendre aussi de votre date d'évaluation, puisqu'effectivement, depuis 2023, à la base, il y avait un arrondi dont Julie a parlé tout à l'heure. Donc peut-être qu'effectivement, sur votre rapport, si vous aviez plusieurs cotations qui étaient à 3,5, elles étaient automatiquement rebasculées à 4. Et qu'effectivement, au moment de la sortie sur Qualiscope, ça va dépendre de votre année d'évaluation, sur Qualiscope, effectivement, vous allez vous dire, tous mes critères impératifs étaient validés lors de mon rapport final. Par contre, sur Qualiscope, je ressors avec plusieurs critères impératifs invalidés. Et là, effectivement, c'était le cas que Julie pouvait présenter tout à l'heure, où on avait une situation avec le système d'arrondi où les critères étaient validés à 4, même lorsque la cotation cumulée était à 3,5, où là, du coup, avec la mise en place de Qualiscope, dans un premier temps, donc de septembre à novembre, on a eu la période où, lors de la mise à jour de Qualiscope, vos critères sont apparus comme invalidés. Et du coup, c'est ce que je lui ai expliqué. Normalement, il y aura une remise à jour qui est en train de se faire au niveau de Qualiscope pour que vous puissiez récupérer des informations conformes à celles qui vous ont été transmises au moment de la transmission du rapport final. Si vous vous rendez compte que la mise à jour de votre fiche Qualiscope ne correspond pas, après, effectivement, c'est certainement la l'HS qu'il faudra solliciter s'il y a un problème technique, puisque ça pourrait être un problème technique qui pose sujet à ce moment-là. Voilà, donc en synthèse, le rapport d'évaluation ne change pas. En revanche, la méthodologie de calcul pour déterminer la cotation, elle, change. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le point important à retenir. Donc vous pouvez avoir un nombre de critères impératifs dans votre rapport qui diffère du calcul qui est utilisé pour déterminer la cotation. C'est ça le point important. Une autre question concernant la difficulté à trouver, alors de Célia Alfieri, j'ai des difficultés à trouver les résultats notes sur Qualiscope de nos SAD à GVI. Avez-vous des astuces dans la recherche de ces éléments? Au bout de combien de temps sont-ils publiés sur Qualiscope? Alors, les résultats, en fait, vous pouvez les retrouver directement sur le lien qui s'affiche à votre écran, donc notamment la fiche ESSMS. Et donc, vous tapez www.hs-santé.fr, ensuite fiche ESSMS, / le numéro finesse. Et automatiquement,
vous allez pouvoir arriver effectivement sur votre fiche Caliscope. Donc ça, c'est le moyen le plus facile, plutôt que de trouver effectivement, de chercher par le nom de la structure qui parfois est un petit peu compliqué et renvoie des choses d'une façon un petit peu différente. Via le numéro finesse, vous allez pouvoir directement accéder à votre fiche Caliscope. Et effectivement, il y a toujours un petit temps de décalage entre la réalisation, donc la transmission du rapport final et la transmission, on va dire, de la fiche Caliscope. Ce qu'on observe, je parle sous le contrôle de Julie Benoît et Karine, c'est quelque chose autour de 2-3 mois pour la publication. Vérifiez en complément que le référent ESSMS identifié lors de l'ouverture du compte SINAE a bien procédé à la clôture de l'évaluation. Point très important, effectivement. On a le temps pour une dernière question. Ça se passe après le rapport final. Ça se passe après le rapport final. C'est pas juste valider vos observations dans le cadre de l'échange contradictoire. C'est vraiment une fois que vous recevez le rapport final, donc le dernier rapport que vous transmettez à vos autorités, il faut tout de même retourner sur SINAE pour clôturer. C'est une étape qui se passe vraiment après la réception du rapport final sur votre messagerie. A-t-on le temps d'une autre question, Charles-Antoine? Oui, il est 46, on peut prendre une dernière question. On peut prendre une dernière question. Alors, une question sur une cotation. Quelle cotation pour une gouvernance qui a formalisé la procédure EI et dont les professionnels ne savent pas définir un EI, mais qui connaissent les documents mis à disposition? Donc là, il y a plusieurs questions dans une même question. Alors, du coup, effectivement, ça va dépendre des critères, en fait, parce que du coup, il y aura des impacts sur différents critères par rapport à ce que vous exprimez. C'est-à-dire que le fait que la procédure existe, elle va plutôt être valorisée dans le critère 3.13.1, puisque c'est le critère qui concerne l'établissement organise le recueil et le traitement des événements désirables. Et la dernière partie, par rapport aux professionnels, ça va plutôt concerner le critère 3.13.3, puisque du coup, on va poser la question aux professionnels, les évaluateurs vont poser la question aux professionnels afin de savoir exactement leur connaissance des événements désirables. Après, par rapport aux éléments que vous évoquez, voilà, en tant qu'évaluateur, ça peut être compliqué si les problèmes ont des difficultés à définir un événement désirable et dans quelle situation ils s'en saisissent. Ça pourrait être compliqué d'exprimer qu'ils ont une connaissance voilà, dans quelle situation déclarer ou ne pas déclarer, même s'ils connaissent le support. Après, voilà, voilà. En fonction des éléments, on peut très bien voir la situation qui parfois qu'on constate régulièrement auprès des ESSMS, c'est qu'on peut très bien valider le critère 3.13.1 parce que tous les documents sont mis en place et déployés par la gouvernance, et invalider le critère qui concerne les professionnels parce qu'on se rend compte qu'il peut y avoir une méconnaissance des professionnels concernant la procédure ou l'exhaustivité, puisqu'aujourd'hui, la fiche de cotation d'octobre 2024 de la HAS précise qu'il doit y avoir une systématisation qui permet de coter à 4. C'est-à-dire que voilà, la cotation maximale, c'est une systématisation. Donc, si dans le cadre des échanges, les évaluateurs se rendent compte que certains événements indésirables ne sont pas traités en tant qu'événements désirables, que les problèmes évoquent des situations qui sont sous le coup d'un événement désirable et qui ne sont pas traités, auquel cas, effectivement, il devrait y avoir un impact sur la cotation. Et je rajouterai, si tu me permets, Benoît, de la même façon, il y aura un entretien avec le CVS si vous êtes soumis au CVS. Et selon les réponses apportées et donc l'implication du CVS, la cotation peut être impactée par cet entretien-là aussi. Donc, c'est trois angles de vue qui vont venir modifier la cotation du critère portant sur les événements indésirables. Les éléments qui viennent d'être communiqués doivent permettre aussi de répondre à la question qui est toujours très intéressante. Qu'est-ce qui fait la différence entre une cotation 3 et une cotation 4? Donc, vous avez sur la fiche cotation parue en octobre 2024 des tableaux qui récapitulent par chapitre quels sont finalement les indicateurs vers lesquels vont devoir s'orienter les évaluateurs pour apposer une cotation plus qu'une autre. Je pense que nous avons fait le tour des questions posées.
Parfait. Je reprends la main. Du coup, ce que vous avez à l'écran, on vous a fait un petit récapitulatif en fait de l'ensemble des ressources documentaires. Donc, quand vous recevrez le PDF, vous aurez juste à cliquer en fait sur les différents éléments. Donc, les liens sont préenregistrés, donc ce qui facilite évidemment l'ensemble des éléments documentaires. Donc, vous avez notamment la fiche multi-OS SMS qui est quand même relativement récente, la fiche aussi protection des données à caractère personnel qui est sortie récemment, et puis l'index dont je parlais, qui est vraiment un point important à regarder, puisque vous savez que dans la fiche cotation HAS, en tout cas l'actuelle, toutes les données qui sont obsolètes d'un point de vue réglementaire sont quand même assez sévèrement cotées. Donc, grâce à cet index, vous avez, on va dire, toutes les références réglementaires qui concernent l'ensemble des critères. Voilà. Et puis sur la droite, concernant les modalités de publication des résultats, donc de novembre 2025, on vous a mis le lien vers la nouvelle note méthodologique qui a été publiée. Et puis également sur une FAQ Caliscope. Donc ça, c'est aussi un point important. Il y a, pour faciliter la donne, il y a 2 FAQ, la FAQ évaluation SSMS et la FAQ Caliscope, qui répond aussi à un certain nombre de questions que vous êtes posées dans ce webinaire. Donc n'hésitez pas à la consulter, vous avez le lien directement. Et puis effectivement, ce lien directement sur la fiche Caliscope qui est très pratique en utilisant votre numéro FINES dont on a déjà parlé. On vous a mis également 2 références de nos webinaires qui sont préenregistrés sur notre chaîne YouTube. Donc vous avez juste à cliquer sur les différents liens pour effectivement visionner ces 2 webinaires. Voilà, quelques informations pratiques avant qu'on finalise ce webinaire. Donc, ne partez pas tout de suite à la fin du webinaire. On a juste un tout petit questionnaire de satisfaction qui vous donnera ensuite accès à la présentation. Donc, voilà, on vous enverra la présentation dans une demi-heure ou une heure, une fois que vous aurez répondu au questionnaire de satisfaction. Mais en tout cas, dans les informations pratiques, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. On essaie d'être le plus efficace possible aussi dans les nouveautés qu'on peut observer, soit concernant l'HAS, soit concernant les évaluations de la qualité globalement. On a donc le replay qui sera disponible sur YouTube. Et puis, vous avez toutes nos coordonnées pour nous contacter pour quelques sujets que ce soit. Merci beaucoup encore pour votre temps, votre écoute attentive. Et puis, voilà, on va terminer ce webinaire et vous allez être automatiquement redirigé vers ce questionnaire de satisfaction qui vous permettra ensuite de recevoir la présentation. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. C'est un